Bonjour ou bonsoir, bienvenue sur TV5 Monde et dans le magazine de l'art de vivre NEC Plus Ultra. Aujourd'hui, je vous propose de zigzaguer entre l'art, l'innovation en matière de service, la haute couture, l'art déco. Un beau programme non sommaire. L'œuvre magnétique d'un artiste au geste anarchique, l'anglais Jason Martin. Luxe et tranquillité, les clés de la sérénité pour se déplacer dans cette belle cité, Paris. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l'art déco français, enfin. Pour commencer, j'aimerais vous présenter Jason Martin, un artiste pour qui j'ai eu un coup de cœur et un coup de foudre un jour dans la galerie Tadeusz Ropac. Je l'ai poursuivi dans ses ateliers de Londres au Portugal pour comprendre le travail de cet artiste singulier qui danse avec sa toile, mais pas seulement, il a beaucoup de choses à dire. À l'ombre de la Grande Foire Art Paris ou encore de sa galerie Tadeusz Ropac à Paris où il expose jusqu'au 21 mars, pénétrons dans les profondeurs de l'œuvre de Jason Martin. C'est dans ses ateliers que tout se passe. C'est là que la peinture se fait sculpturale et que la sculpture devient picturale. Ne s'exprimant que dans les grandes lignes, ce peintre abstrait est finalement un grand naturaliste du mouvement dont il représente fidèlement la puissance et la radicalité. Cet artiste discret est dans les meilleures collections du monde. De Londres au Portugal, partageons un moment son geste magistral. Quand j'étais enfant, je voulais faire des dessins qui étaient photographiques, des représentations. Je passais des heures à représenter le reflet sur le côté d'un poisson. Et puis j'ai fait une école d'art. Et un jour, je suis allée voir une exposition à la Tate Gallery. J'ai vu cette très belle peinture de Robert Reimann. C'était une série de bandes tracées avec une large brosse. On pouvait voir ce qu'il avait envie d'accomplir. Il faisait apparaître un mouvement ininterrompu. Alors j'ai commencé à prendre des bandes et à les couper. Et puis je me suis demandé que faire avec une brosse. Petite, grande, et j'ai utilisé mes mains. Et puis un morceau de carton. J'ai utilisé tout ce qu'il y avait dans l'atelier. Tout ce qui, de manière imprévisible, pouvait me donner une nouvelle extension pour le mouvement et les traces auxquelles je suis familier. Ce qui m'intéresse, c'est de développer une surface qui implique mon corps entier. Donc je m'investis pour organiser cette surface, cet espace en utilisant mes bras. Mes ustensiles, c'est très physique. En fait, c'est la création d'une image ou la tentative de prendre le contrôle d'une image par la furie de beaucoup de mouvements. Il est question d'immobilité et de mouvement. Je veux laisser une vérité émotionnelle. Le Portugal, c'est ici que je suis actuellement et j'ai acheté une terre sur laquelle je veux faire un atelier avec un grand jardin autour. J'utilise cela comme un outil pour attirer les gens à voir cet environnement, ou plutôt ce dont je suis responsable dans cet environnement et cette communauté. Je fais du vin, je fabrique du miel. J'ai fabriqué un lac et comme les gens savourent ce qu'il y a autour d'eux, cela valorise l'environnement et la communauté. Maintenant, je développe des sculptures. J'utilise donc des outils qui sont familiers à cet univers et j'ai une véritable prédilection pour le liège. Le liège vierge qui vient de l'arbre. Personne ne voit du liège vierge, car lorsqu'il est exploité, il devient un composite pour fabriquer des sacs à main ou des chaussures. Il est cassé en 1000 morceaux, donc vous ne le voyez jamais dans son intégralité, comme il est autour de l'arbre. Et c'est le matériau le plus sculptural que j'ai jamais vu. Ceci est ma récolte de 2011. En tant que matériau, ce qui m'a intéressé, c'est de l'utiliser à la manière de ce qui était déjà fait
comme on le voit dehors dans la campagne, et de manière infime. Le changer en faisant une sculpture qui parle de peinture, en lui donnant une couleur, et ainsi le rendre animé. Cette texture qu'il peint à grands sauts n'est jamais répétitive car chaque œuvre est performative. Les sensations brutes s'expriment à travers cette surface massive. Carré, rectangle ou cercle, qu'importe la forme du moment qu'il y a l'ivresse. Mais au fait, où se situent les limites réelles du cadre? Quand on regarde son œuvre, on peut voir le travail évoluer tout en continuant à utiliser le même langage avec la tentative de dire que la peinture abstraite existe encore et que l'on peut regarder de l'art abstrait et que l'on peut réinventer la peinture abstraite. Et c'est cela qui fait de lui un grand artiste. La Lisson Gallery de Milan lui consacre une exposition avec des nouveautés. Pourquoi cette grande galerie a-t-elle choisi de le représenter? Parce qu'il est unique, il est profond, il peut parler avec tout, mais ce n'est pas seulement la surface. Il a beaucoup plus de raconter. Il est un artiste qui cherche, qui trouve l'essentiel. Celle-là, je l'ai faite avec ma main, puis j'ai laissé la surface sécher, puis j'ai fait un moule de cette surface. Donc, j'ai utilisé le processus de la sculpture. Je veux faire quelque chose qui soit contemporain, expérimental, essentiel, et qui soit éternel. Dans ces peintures à la minéralité volcanique, le mouvement est figé comme de la lave dont le flux de l'inexorable coulée s'immobilise. Il peint des sculptures ou plutôt il sculpte des peintures. Avouez qu'il y a de quoi s'en mêler les pinceaux. Le geste, le ton, la matière se font avec l'ambiance, l'espace. Donc la réflexion de l'espace, grâce au métal, devient une partie de la peinture. C'est un promeneur solitaire de la peinture contemporaine. Ça veut dire que c'est l'émotion qui lui amène à faire ça, à parler, à dialoguer avec ceux qui regardent. Vous dansez à la pulsion de mon tambour. Du geste à l'œuvre, de l'atelier à l'exposition, l'envers et le décor donnent tout autant d'émotions. Suite de la saga des jeunes entrepreneurs, Benjamin Cardozo a 27 ans, une tête très bien faite. Il a créé en 2012 une compagnie de taxi personnalisée à Paris. Son truc, mettre le luxe, le service du luxe à prix doux. Si, ça existe. Je vous annonce solennellement et non sans une certaine émotion qu'il est désormais possible de commander une voiture sereinement à Paris. Fondée il y a seulement 2 ans, la société du jeune entrepreneur Benjamin Cardozo, 27 ans, compte déjà 300 voitures et 34 salariés. La loi de l'offre et de la demande reprend enfin ses droits. De l'audace, de l'imagination et une salutaire capacité de décentrement. J'ai fait mes études en Angleterre. Et j'ai découvert à Londres un système de transport beaucoup plus évolué que le système qu'on connaît à Paris, où les Anglais n'ont pas de voiture. Et je me suis toujours demandé pourquoi les Londoniens n'ont pas leur propre voiture. Et en analysant l'offre de transport à Londres, j'ai réalisé que finalement la seule chose qui nous séparait des Londoniens, c'était l'existence de ces voitures avec chauffeur. Il y a à peu près 60 000 voitures avec chauffeur qui accueillent et qui transportent les Londoniens tous les jours. Et à Paris, il n'y en avait qu'à l'époque à peine 1000, qui étaient principalement réservés aux hôtels de luxe, à la grande remise traditionnelle, donc pas du tout pour le grand public. Et c'est là que m'est venue l'idée d'amener ce concept de la voiture avec chauffeur en France et pour le grand public. Décembre 2012, le lancement du projet, avec un positionnement qui est très différent de ce qui se faisait jusque-là, parce que finalement, on propose au client de donner son point de départ, son point d'arrivée, et à ce moment-là, on lui donne un prix qui est fixe et qui va donc comprendre l'intégralité de la prestation. L'approche de la voiture, l'attente au point de départ de 10 minutes qui est comprise dans le prix, puis le trajet jusqu'à destination, quel que soit le chemin pris par le chauffeur, quel que soit le temps que dure le trajet, le prix ne changera pas. Enfin, on peut prendre nos désirs pour des réalités.
Aujourd'hui, on a une flotte de 300 voitures. On a aussi ajouté la standardisation. Avec le Cap, vous aurez toujours une Peugeot 508 gris foncé qui viendra vous chercher. Et on ajoute à la standardisation le fait qu'il y aura toujours un chauffeur souriant qui sera là pour vous accueillir. Et comment ça se passe concrètement? Soit vous appelez, donc un numéro qui va être disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, soit vous réservez à l'aide d'un smartphone et donc d'une application disponible sur Android et sur iPhone, soit vous passez par notre site internet avec une plateforme de réservation qui va vous permettre de faire la même chose. Ensuite, tout arrive à une centrale de réservation. On utilise une technologie qui vient d'Angleterre, donc une technologie qui vient de chez Addison Lee, qui sont les leaders mondiaux du marché des voitures avec chauffeur, qui gèrent une flotte de plus de 5000 voitures à Londres. L'intégralité du dispatch est triée par cette machine qui automatise l'attribution des courses. En cas de problème, des dispatchers, contrôleurs de flotte, sont présents ici dans les bureaux 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour s'assurer que la course se déroulera toujours dans les meilleures conditions. Si votre chauffeur ne va pas être à l'heure du rendez-vous 10 minutes avant l'heure de rendez-vous, on l'alerte, ça déclenche une alerte qui permettra au régulateur d'affecter une autre voiture avant même que le client s'en aperçoive. Le but, c'est d'être toujours là, dans 100% des cas, à l'heure du rendez-vous. Les jours de pluie, c'est un service indispensable et en plus, ils sont aimables. Le service commence quand la voiture arrive et se termine quand vous arrivez chez vous. Souhaitez-vous un peu de musique? Préférez-vous l'iPad ou avez-vous une radio? Un petit peu d'informations là déjà pour commencer. Les écrans de contrôle permettent de suivre toutes les courses en temps réel. Les clients réguliers sont prioritaires et se distinguent sur le tableau afin d'optimiser la rapidité du service. Un autre écran permet de connaître l'état du trafic sur la capitale, information capitale pour prendre la transversale. Nous venons directement vous chercher à l'arrivée de votre vol, c'est-à-dire qu'imaginez que votre avion a du retard ou de l'avance, nous sommes au courant car nous prenons des informations sur l'avancement de votre vol. À la suite de ça, nous venons avec une porte-carte avec votre nom et nous savons exactement dans quel terminal vous atterrissez, que ce soit sur Orly ou sur Roissy. Les chauffeurs qui sont sélectionnés sont formés à l'intérieur de la société à tous les codes qui sont pour nous fondamentaux et qui doivent représenter l'image de la marque. Quel est votre objectif en termes de nombre de voitures en circulation? Plusieurs milliers parce que plus on met de voitures, plus la qualité de service s'améliore. Ça veut dire que le rêve, c'est qu'un jour vous puissiez cliquer sur votre téléphone et que la voiture soit déjà là. Ultra avec un S. Après tout, pourquoi pas? Impossible n'est pas français. Nous terminons cette émission avec Céline et Fabien Mativet, deux jeunes antiquaires qui n'ont de cesse de promouvoir l'art déco français. Leur passion est communicative, vous allez voir, direction le musée de Boulogne-Billancourt. C'est en 2004 que Céline et Fabien fondent la galerie Mativet au cœur du quartier Saint-Germain-des-Prés à Paris afin de présenter les grands maîtres de l'art déco français. Pour nous initier à cette grande époque, ils ont choisi de nous emmener dans l'endroit le plus spécialisé au monde dans la création artistique de l'entre-deux-guerres. Nous sommes aujourd'hui au musée des années 30 à Boulogne-Billancourt. Donc c'est un musée qui se consacre essentiellement à l'art déco, à toute sa période générale, aussi bien du mobilier que de la sculpture ou de la peinture. L'art déco est français. Ça a été créé pour l'exposition des arts décoratifs de Paris en 1925. L'art déco français tire son histoire, si vous voulez, du meuble 18e, des choses très classiques que l'on va simplifier, que l'on va épurer pour en tirer une forme beaucoup plus simple. Et ça, dès 1910, des créateurs comme Groult vont avoir l'envie de créer ce nouveau mobilier, de rompre avec l'art nouveau très floral, très chargé. Et comme en 1925, beaucoup de créateurs auront justement travaillé sur ce nouveau style, on va arriver sur du mobilier totalement nouveau. J'ai choisi d'être devant cette coiffeuse de Ruhlmann qui est en merisier, qui avait été faite pour le rendez-vous des pêcheurs de truites. J'aime beaucoup la préciosité, la création et le sens du détail chez lui. Par exemple, dans cette coiffeuse, ce petit détail au niveau du piétement, comme un piétement de ski, qui va faciliter le déplacement, mais qui apporte aussi quelque chose qu'on n'avait jamais vu jusque-là. Donc c'est une grande modernité. Il y a toujours un sens du détail au niveau de la prise,
qui se termine par une petite boule. C'est toujours très raffiné. C'est en 1922 que Jacques-Émile Ruhlmann, le bien nommé Riesner de l'Art déco, crée cette desserte pour sa propre salle à manger. Le meuble au charme. Vous avez là la quintessence du luxe ruhlmannien, avec l'emploi d'ébène de Macassar, d'ivoire, un travail comme ça du char qui est extraordinaire, une finesse des pieds, tout un tas de détails dans la façon de poser le plaquage. Donc c'est vraiment une pièce somptueuse. Fred Porteneuf, c'était le neveu de Jacques-Émile Ruhlmann. Et on voit dans ce fauteuil qui a été fait en 1930 donc, que les proportions sont très étroites, très féminines, très élégantes, très fines, de très beaux détails de fabrication. Regardez comment se termine le pied, à quel point il est fin. Cette pièce du musée est appelée la maison de Joseph Bernard car son mobilier provient de la propriété du sculpteur qui vivait à Boulogne. Le musée des années 30 de Boulogne-Billancourt présente aussi un ensemble complet de pièces de Ruhlmann qui avait été créé pour le grand sculpteur Joseph Bernard. Et donc on voit que c'est un mobilier plus rustique, également en chêne patiné, mais vous remarquez également les entrées de serrure des meubles sont des créations en bronze de Joseph Bernard. Donc c'est particulièrement intéressant parce que Ruhlmann faisait souvent appel à ses amis sculpteurs, à ses amis céramistes. Et il avait créé comme ça la confraternité des arts. Je voulais présenter également cette commode d'André Arbus qui est le chantre des années 40. Comme vous voyez, elle est en parchemin avec des prises et une entrée de serrure en ivoire et le piétement qui est laqué. Elle est d'une grande pureté. C'est aussi une pièce qui est très belle. Actuellement, on peut également découvrir au musée des années 30 un aspect méconnu des créations de la maison Christophe. Je tenais également à présenter l'exposition peut-être semi-temporaire du musée des années 30 avec la maison Christophe parce que dans les années 20 et 30, la maison Christophe était la première maison d'orfèvrerie au monde. Donc elle faisait appel à des créateurs importants. Elle a travaillé pour, par exemple, Suémar. Elle utilisait aussi Christian Fjerdinstadt, qui était un orfèvre d'origine danoise avec lequel elle a énormément collaboré, ou Luc Lanel. Et donc sont des pièces qui reflètent complètement toute une époque et qui sont actuellement quand même très très recherchées par les collectionneurs parce que quand vous mettez ça sur votre table, vous allez vraiment avoir une très belle réception. Merci au musée de la ville de Boulogne-Billancourt pour son aide. La définition du luxe aujourd'hui, attention, je vais faire des jalouses, c'est celle du très beau, très sympathique et très jeune chanteur Mika. Je pense que le plus grand luxe, c'est la liberté. C'est simple. Hein. Le plus grand luxe, c'est la liberté. C'est le luxe qui vraiment qui change la vie. Parce qu'une montre, bon, ça va, mais un beau manteau, ouais, c'est top. Mais est-ce que ça va changer la vie? J'en suis pas sûr. Mais le luxe, c'est la liberté. Et c'est la liberté dans ce qu'on peut faire dans la vie, dans l'art, dans tout. Et ça, pour moi, c'est absolument essentiel. Bien sûr que pour me dire au revoir, il m'a embrassé. Merci de nous avoir suivis. Merci au Bouddha Bar Hotel Paris de nous avoir accueillis. Je vous retrouve la semaine prochaine, toujours sur TV5 Monde ou sur notre page Facebook avec notre coup de cœur. Avant de se quitter, on apprend à découper une poularde sans éborgner notre voisin. Au revoir. Attention, démonstration. Monsieur, donc voici votre poularde de Bresse cuite en vessie au vin jaune. Donc je vais donc tout simplement vous préparer. On va sortir donc cette poularde directement donc de sa vessie. On va la prendre. Donc on fait attention parce qu'il y a quand même du jus donc de cuisson à l'intérieur avec le vin jaune et on va la laisser s'égoutter. On va mettre cette poularde sur le flanc et on va inciser la cuisse. Avec Frédéric Kayser, directeur de la table du Bristol, la découpe au guéridon paraît un jeu d'enfant. La même chose donc de l'autre côté, on la désarticule, un coup de couteau, les cuisses sont enlevées. La fourchette, on la plante donc juste ici au niveau des côtes et on va aller chercher donc la colonne vertébrale au centre. Là, elle est dedans. On suit le bréchet, on va faire une incision de chaque côté en faisant les jointures de part et d'autre. Ici, j'ai la jointure, je fais la jointure. Et on pousse tout simplement afin de laisser un minimum de chair sur la poularde. Voilà, le premier suprême est sorti. On revient avec sa fourchette, on se remet devant.
Et on refait la même chose. On va enlever le petit aileron juste là. On enlève la peau. C'est fini. Fastoche, il n'y a plus qu'à. Bon courage.